Bonjour à tous. Ouais, c'est l'heure d'un nouveau jugement, ouais. On va défoncer des gens, encore une fois. Comment ça va, messieurs? On est là. Hein. Oh bah, oh putain, il y en a, ils sentent la joie de vivre. Ouais, on est là. Ouais, écoute, on est là, hein. Il est dimanche, 18h, on est sur Tibi, tu te doutes bien, c'est parce qu'on n'a pas des gars d'y avoir. Bah, Donc, bah justement, on est pas bien là entre couilles. Oula, ça dépend. Franchement, un dimanche soir, je serais attaqué une gars, justement pas. Ah bon, Ah bon. Bah dis donc. Bah écoutez, bienvenue pour un nouveau jugement pour le coup. Alors que je rappelle que dans 30 minutes, l'équipe de France U16 disputera son deuxième match de l'Euro contre la Macédoine du Nord après la défaite hier contre la Lituanie. Voilà. D'accord, très bien. Sur quel score la défaite hier? 102-94, il me semble. Ouais, c'est ça. Oh, match bien offensif pour le coup. Ouais, match où on a pué la merde en défense, faut le dire. Où on s'est fait prendre dans tous les sens au rebond parce que on n'était pas réveillés. Donc non, un match assez frustrant des Français hier, mais contre la Macédoine du Nord, ça devrait rapidement corriger le tir, prendre de la confiance et surtout voilà, prendre des automatismes parce que c'est ce qui manque dans cette équipe. Enzo, est-ce que tu es en train de manger quelque chose? Je suis en train d'ouvrir un sachet de Voilà, cacahuètes. c'est ce qu'on entend, espèce d'enfoiré, va. Putain, pas croyable. À chaque fois, on lui dit de jamais rien ouvrir et tout, il est toujours en train de faire l'inverse. Insupportable. Ouais, Putain. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, ce que je disais tout à l'heure, donc, nouveau jugement, et pas des moindres pour le coup, parce que ça va quand même plus ou moins rejoindre un jugement qu'on a fait il y a maintenant 2-3 semaines. C'était il y a 3 semaines, je crois, sur les Los Angeles Clippers. Par contre, Quentin, il y a du bruit derrière toi, au passage. Ouais. On a fait des joueurs. On a fait Kyrie Irving, on a fait Ben Simmons, on a fait Damian Lillard, on a fait les Los Angeles Clippers, mais on n'a pas encore fait de coach. Là, on va attaquer notre premier coach pour le coup. Ah, Eric Aito, salut à toi. On va attaquer un gros sujet, un gros morceau qui s'appelle Glenn Anton Rivers, autrement dit Doc Rivers, qui aura été coach à la fois pour le Magic d'Orlando, qu'il l'aura été aussi pour Boston, avec qui il aura eu un titre, ainsi que pour les Clippers, avec qui on espérait qu'il y ait des titres, malheureusement il n'y en aura jamais eu, et les Sixers pour lesquels j'espère aussi des titres, mais au final, voilà. Je n'en dirai pas plus à ce sujet des Sixers. Donc, on n'est pas sur le sujet le plus compliqué pour l'instant qu'on a eu dans tous les jugements. Ah, c'est... Alors, on va dire que l'opinion publique est quand même assez binaire, est quand même assez... c'est pas si clivant que ça vis-à-vis de l'opinion publique, mais je pense que c'est un sujet qui mérite quand même d'être beaucoup plus vu en profondeur, parce que je pense qu'il y a aussi... Alors certes, il y a des faits qui sont notamment des résultats, pour le coup, sportifs, qui sont mis en avant, qui servent énormément d'arguments justement pour le défoncer. Notamment la personne qui sera en charge de la défoncer aujourd'hui sera Quentin pour le coup, et qui représente le procureur. Et par contre, les deux défenseurs, les deux avocats de la défense, donc qui seront Sam et Enzo, vont tenter justement de mettre beaucoup plus, on va dire, en relief justement peut-être ces résultats qui ne sont pas au rendez-vous pour le coup, en tout cas mettre beaucoup plus de contexte à ce qui s'est passé dans tout le long de la carrière de Doc Rivers. Est-ce que... Oui, tu voulais dire, Quentin ? Non, j'ai rien dit. Ah ok, je pensais que tu étais en train de parler, désolé. Donc voilà. Ce que je vous propose, messieurs, dans un premier temps, avant de donner dans un premier temps donc, la parole donc, à celui qui représente le procureur, donc l'attaque pour le coup, donc Quentin, c'est de très rapidement vous faire un peu le résumé donc, de Doc Rivers en tant que coach. Je vais pas repartir sur la partie carrière du joueur, la carrière n'est absolument pas à faire pour le coup,
Mais donc du coup, donc il prend les rênes du Magic d'Orlando donc en 99. Alors je vais peut-être juste mettre hop là, voilà. Comme ça au moins vous avez à l'écran aussi les coaching records. Oh oui. Donc il prend la tête du Magic donc en 99, pour lequel il va avoir notamment un titre de meilleur coach de l'année. Recorrigez, est-ce que vous pouvez me redire déjà à quelle année? Je ne l'ai plus en tête. Oui, tout de suite. Coach de l'année, c'est en 2003, je dirais. C'est 2002 ou 2003, je ne sais plus. Je ne sais plus pour le coup. Moi, je pensais que c'était marqué. Attends, coach of the year, non, 2000. C'est 2000? C'est 2000, ouais. Ah, c'est marqué 2000. en dessous, sur la page basketball, t'as tous les achievements. Ah oui, autant pour moi. Oui, coach of the year en 99. Ah bah voilà, très bien. 99-2000, donc en effet, coach of the year. Donc voilà, je dis n'importe quoi. Bon, Orlando, bon bah ça se qualifie en playoff, etc. Sauf que donc sous un Orlando de Tracy McGrady, qui était mené par Tracy McGrady à l'époque, bah malheureusement ça ne te fait pas grand-chose. Ça te fait que des sorties aussi au premier tour. Donc à la fois en 2001, 2002, 2003, avec notamment une grosse désillusion en 2003 en menant notamment 3-1 face aux Pistons de Détroit. Donc voilà, c'est compliqué pour lui. Il sera remercié en début de saison 2003-2004 avec un bilan de 1 victoire pour 10 défaites. Ensuite, ouais, ça, voilà, bon, ça met quand même un petit peu en relief sa première expérience de coach. Ensuite, donc, il va aller à Boston. Alors, il arrive dans une équipe de Boston qui n'est pas du tout, qui est un peu compliquée, en dehors de la saison 2004-2005 où il va quand même aller en play-off, malgré donc aussi une sortie au premier tour. C'est sorti au premier tour, c'est face à qui? C'est face à Indiana, si je dis pas de bêtises, je crois. Oui. Voilà, face à Indiana. Et par contre, jusqu'à 2007, par contre, là, ça va être cataclysmique, avec des équipes vraiment moyennes pour le coup, donc très compliqué de faire des résultats. Jusqu'au transfert, notamment d'un certain Kevin Garnett et Ray Allen, qui vont rejoindre donc les forces du Massachusetts pour gagner donc un titre en 2008. Face aux Los Angeles Lakers en finale NBA sur une série qui se terminera en 4-2. Donc, par contre, sur Boston, voilà, ça déroule avec une équipe qui est quand même très compétitive au fur et à mesure des années, jusqu'à peu près 2012. Jusqu'au final de conférence 2012 face au Miami Heat de LeBron James et de Dwayne Wade. Donc voilà. Et donc son expérience à Boston se terminera en 2013 où on sera tout juste à peine un peu plus à l'équilibre, mais ce sera clairement pas suffisant après notamment une grosse sortie au premier tour. Et il va rejoindre après donc la saison suivante donc les Los Angeles Clippers donc de Lob City avec Blake Griffin, Chris Paul et DeAndre Jordan. Ainsi que par la suite les Clippers qui seront sous une nouvelle formule avec une transition notamment sous Shai Gilgeous-Alexander avec donc une équipe menée par Kawhi Leonard et Paul George. Alors malheureusement c'est là où je pense que ça va surtout faire tâche sur son CV, c'est qu'il a été quand même avec des équipes qui étaient très correctes, voire même très sérieuses pour avoir pour le coup de vraies prétentions pour le titre, au moins sortir de l'Ouest. Et malheureusement, à chaque fois, ça fera grand maximum de la finale de conférence et surtout pas mal de 3-in-1 lead qui auront été rattrapés, voire même dépassés. Et j'ai notamment le dernier exemple en tête qui est lors de la bulle en 2020 face aux Nuggets. Ensuite, il va rejoindre donc Philadelphie en 2020, donc après la bulle. Et là, pareil, donc 3 saisons où collectivement en saison régulière, ça déroule très bien. On est toujours au-dessus des 60% de victoires, mais par contre en playoff, ça ira jusqu'au demi de conf maximum à chaque fois, donc sorti soit par Atlanta ou par d'autres équipes.
avec notamment ça va revenir notamment. Je refais un petit flashback sur le jugement de Ben Simmons, avec aussi des déclarations qui ont toujours été plus ou moins limites et pour lesquelles on avait déjà commencé à remettre justement sa capacité et son leadership dans ces équipes-là. Donc voilà, pour vous faire, sachant qu'il a été viré aussi fin 2023, suite notamment à la saison qui a été, en tout cas aux playoffs qui auront été avortés du côté de Philadelphie. Donc voilà pour vous faire un peu le résumé de la carrière en tant que coach de Doc Rivers, sachant qu'il a eu aussi en parallèle, on en parlait en off avant de prendre l'antenne, il a eu aussi un rôle de directeur des opérations basket aux Clippers, pendant qu'il était aussi coach. Donc voilà pour son résumé. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, messieurs, ça va être donc de dérouler du coup vos argumentaires, vos plaidoiries. Et donc dans un premier temps, je vais commencer par Quentin, donc qui représente le procureur, et ensuite donc Sam et Enzo, vous pourrez donc enchaîner avec vos défenses de votre client. Ça marche. Au top. Quentin, c'est à toi. Ah oui. On va commencer par où avec Monsieur Doc Rivers. Déjà, t'as le premier tiers de sa carrière de coach qui est au mieux middle, vraiment au mieux. Il y a eu vraiment une période où il a été le patron entre guillemets, je sais pas comment dire, le patron d'une grosse équipe qui va loin. Ensuite, tu l'as dit, aux Clippers, il y a eu plusieurs retournements de situation. Je sais même pas comment dire, tu vois, tellement ça m'énerve en fait. Bah, vas-y, Non, exprime-toi, on est là pour ça, exprime-toi. Non, mais en fait, je sais même pas comment le dire, tu vois, parce que t'es là, t'as tous les ans une équipe qui peut aller au titre, mais tu dépasses pas les demi-finales de conf, à part. Non, même pas en fait. Aux Clippers, il fait même pas les finales de conférence. Non. Vu que c'est avec Tyronn Lue. Mais en fait, depuis qu'il est parti des Celtics, c'est mid. C'est bien mid. Pour un mec qui peut être considéré comme un. Il a mis top 15, je crois, là, quand ils avaient fait leur top 15 des coachs à la NBA. Bon, il l'a mis dans le top 15. Top 15, voire même top 10, non? Il a pas été aussi considéré dans un classement comme top 10? Il a été top 10 de mémoire. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, c'est un résultat très très moyen pour un coach qu'on juge de cet acabit, quand même. En fait, j'ai pas grand chose à dire parce que les résultats parlent pour lui, quoi. Il a jamais su inspirer ses troupes suffisamment, hormis en 2008 pour ça aller loin. Puis on pourra parler des adaptations de coaching en playoff aussi, tu vois. On avait déjà parlé un coup en off. Se faire out-coacher par Kevin McHale. Dont on a parlé il y a pas plus tard qu'hier en tant que GM. Hein. Oui. Donc, ouais, vous avez pas d'autre chose à ajouter Non, non, moi je trouve que ça parle pour lui, quoi. Alors, une attaque vraiment très peu offensive, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Il a de la chance. J'arrive pas à trouver des mots tellement je trouve ça nul à chier, voilà. Oh ouais, par contre là vos mots sont durs, maître. Ah non mais. Parce que on parle quand même. T'as eu des candidats MVP. T'as eu un MVP. Ouais. Et ça dépasse pas les demi-finales. Parce que par rapport à ça, alors je vais peut-être du coup faire la transition, à moins que t'aies peut-être autre chose à ajouter, Quentin. Non, pour l'instant, non. Je préfère garder des arguments pour la suite. Alors, ce que je mets justement à l'écran, là, tout le monde peut le voir sur le live. Alors, des résultats, du coup, de merde, comme vous le qualifiez. On parle quand même d'un coach qui aura été minimum, qui aura quand même été le long de sa carrière. Et c'est là que je vais faire la transition avec la défense. Après, je vais vous laisser dérouler. On parle quand même d'un coach qui aura été 5 fois à minima dans le top 5 des Coach of the Year, quand même.
Non, mais puis ça, et puis si tu regardes sur toutes ces saisons, en win percentage, ça, juste sur la saison régulière, hein, bien sûr, t'as que 3 saisons qui sont en négatif en dessous de 50%. Sur plus de 23 saisons en fait. Puisqu'il a commencé en 2000, en 99 et là aujourd'hui il a plus de contrat. Donc c'est quand même un achievement. Il y a peu de coachs qui peuvent se targuer d'avoir autant de saisons dans le positif. Moi, est-ce que moi je peux pas prendre la parole, s'il vous plaît? Allez-y, Bien allez-y. sûr. Des gens oublient beaucoup que le rôle d'un coach dans le basket, comme dans n'importe quel sport collectif, n'est pas juste de poser sa tactique et de faire jouer ses joueurs. Le rôle d'un coach est de fédérer. Le rôle d'un coach est de donner envie de jouer. Le rôle d'un coach est de motiver. Et pour toutes ces qualités-là, Doc Rivers est aujourd'hui un coach très respecté et respectable en NBA. Je prends en compte, et je vous demande également de prendre en compte, vous, jurés, vous, juges, et vous, spectateurs, le crédit énorme dont dispose Doc Rivers au sein de la ligue. Déjà par les GM, Ouais. mais également, et aussi, surtout, par les joueurs. Les joueurs. Et pas des petits joueurs 13e bout de banc au KC, hein. Des vrais joueurs de la ligue. Les vrais acteurs de la ligue sont tous quasiment unanimes pour dire que Doc Rivers est un excellent coach. À l'instar d'un Tyronn Lue, Doc Rivers, certes, n'est pas un coach tactique renommé. Cependant, il est un meneur d'hommes. Il est un orateur. Il est un motivateur, il est un moteur. Toutes ces qualités qui font qu'un coach est un grand coach. Toutes ces qualités qui sont nécessaires pour aller loin dans la NBA. Alors certes, oui. Oui, effectivement. Sportivement, son bilan n'est pas élogieux, n'est pas légendaire. Sportivement, il y a du déchet. Effectivement. Mais pouvons-nous juger la qualité d'homme et non pas seulement le tacticien? Pouvons juger tous ces joueurs galvanisés à l'idée de jouer pour Doc Rivers? Tous ces joueurs qui oublient la fatigue à chacun de ses discours? Tous ces joueurs qui ont envie de signer pour jouer pour lui? Pouvons-nous mettre l'accent sur les qualités d'homme qui font de lui un grand entraîneur? J'ai fini. Alors, et T'en pas. as bien parlé, Enzo. Pour ceux qui ont regardé le documentaire dont on a parlé hier, moi je me le suis refait hier soir. On voit très bien l'élan positif que peut avoir Doc Rivers sur un vestiaire, comment il peut l'influencer, et si les Celtics gagnent en 2008, c'est en grande partie, mais grâce à l'ambiance et au sentiment d'appartenance à un groupe vraiment qui avait dans cette équipe. C'est la philosophie de l'Ubuntu qu'il a mise en place du coup pendant sa carrière et surtout pendant son passage au Celtics, et ça a énormément marché. Il y a le moment où les joueurs sont je crois que c'est à Détroit, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Ouais. Mais Doc Rivers ne peut pas coacher le match parce que son père vient de décéder. Ouais. Et, il gagne le match et tu vois que c'est comme s'ils avaient gagné un titre NBA. C'est très fort. Et le rapport qu'entretient Doc Rivers avec ses joueurs, c'est aussi ça. C'est un très bon coach, c'est un bon coach même, si vous voulez, un coach mid. Mais par contre, c'est un grand homme et sa réputation le précède. Le mec, c'est tellement un bon père qu'il a offert quand même un contrat à son fils Austin Rivers de 11 millions l'année. On le défend ou... Non, mais qui peut venir l'attaquer maintenant? Le gars, c'est tellement un bon qu'il donne des contrats comme ça, c'est excellent. Monsieur le juge, si vous le permettez, j'ai un témoin qui aimerait intervenir justement sur cet aspect relationnel. Allez-y, je vous en prie. Ouais, je l'ai au téléphone, il s'appelle Benjamin. Il ne souhaite pas communiquer son nom de famille. Et le petit Benjamin me dit que Monsieur Doc Rivers a été en effet très proche de lui, notamment en 2021, à la sortie des demi-finales de conférence.
Hein, il me dit que voilà, il me dit qu'il a été justement en fait tout l'inverse des autres, il n'a pas été soutenu par son coach ni par son coéquipier et son coach n'a d'ailleurs pas réprimandé son coéquipier de l'avoir chié dessus en public, hein, disons les termes. Donc qu'avez-vous à répondre à cela? Bah, pour le coup, Doc Rivers ça a toujours été quelqu'un d'entier, surtout médiatiquement parlant. Ça lui a peut-être porté préjudice, mais il a toujours répondu naturellement aux interviews qui lui ont été, aux questions qui lui ont été posées. Quand il savait pas, il disait bah, franchement je sais pas, je comprends pas pourquoi on a perdu. Et là typiquement, il était énervé, frustré probablement par la piètre prestation de Ben Simmons, qui je vous rappelle hein, sur le match 7 donc contre les Hawks et sur des statistiques de 5 points pardon pour quand même plus de 4 ballons perdus, il prend que 4 tirs, etc. Donc forcément, il était énervé contre son joueur. Oui, il aurait peut-être pu mieux le maîtriser, mais en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est pas ce que t'attends d'une de tes superstars. Et du coup, juste à titre informatif, oui, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, c'est justement ce que je suis en train de diffuser. Alors en anglais, c'est The Playbook, je sais plus pour les... Ouais, c'est Leçon de coach en français. Attends. Le documentaire de Doc Rivers s'appelle The Playbook. T'es pas censé le défendre. Mais ça va. Mais mon documentaire, on va l'appeler The Run, alors du coup, c'est bon. Need for Speed, allez hop. Non, mais c'est pas que sur Doc Rivers, c'est vraiment sur sa vie. En fait, de base, c'est un documentaire qui reprend tous les grands coachs, on va dire, de plusieurs sports. Comme on a pu voir, là, il y a José Mourinho, il y a plein de coachs qui racontent un peu leur parcours de vie, en fait. Et c'est très intéressant pour le coup. Moi, je vous le recommande vivement. Celui de Doc Rivers est très 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 intéressant parce qu'on voit vraiment l'homme. Et c'est ça en fait la force du documentaire, c'est qu'on voit l'aspect sportif, on le voit très peu. Et ils mettent énormément en avant justement l'aspect humain, notamment comment il a grandi et comment justement les valeurs qui lui ont été inculquées gamin, il a réussi derrière aussi à les développer dans sa vie professionnelle, avec notamment le cas avec Donald Sterling et le fameux scandale avec Donald Sterling en 2014. Franchement, c'est un documentaire que je vous recommande vivement. Ça dure une demi-heure, hein, pas plus. Hein. Ouais, mais c'est là justement que tu vois que le gars est complètement nature en face des caméras, c'est-à-dire quand il est perdu, il dit qu'il est perdu et il est tout le temps honnête en fait. Bien sûr. Et là, il a peut-être été un peu trop et c'est pour ça que il a peut-être pas appuyé Ben Simmons, mais qu'il le méritait peut-être pas forcément non plus. Alors du coup, c'est une question que je vais vous adresser à vous trois. Je vais mettre un peu une pièce dans la machine parce qu'on reproche souvent donc les résultats en effet sportifs de Doc Rivers, etc., etc. Si je compare, parce qu'on lui reproche d'être dans le top 10 des coachs all-time, etc., etc. Mais à côté, on a des mecs comme par exemple Jerry Sloan, qui n'a jamais rien gagné en tant que coach. Et pourtant, il a toujours eu une image, voilà, une très très bonne image. Bah alors certes, parce qu'il a fait je ne sais plus combien d'années, je suis incapable de le dire, je crois que c'est plus de 20 ans à Utah, mais cependant, il n'a jamais rien gagné avec. Alors que Doc Rivers, malgré 31 ans, voilà. Alors, j'étais sur 28, donc voilà, 31. Alors qu'à côté, Doc Rivers, malgré tout, même si on peut mettre en avant le fait qu'à Boston, il y a eu Kevin Garnett et Ray Allen qui sont venus renforcer l'équipe de Paul Pierce, ça reste un titre, malgré tout. Et même si, et je pense qu'avec notamment les têtes de cons qui sont justement arrivées, parce qu'il faut penser à des Tony Allen, Eddie House, etc., etc., faut quand même le mener au titre, hein. Faut quand même la mener au titre, hein, cette équipe-là. Et ce n'est pas une mince affaire. Et je pense que c'est même beaucoup plus compliqué qu'avec, entre guillemets, des role-players, etc. Et justement, pourquoi Doc Rivers, justement, a cette image à la fois de choker, de mec qui n'est pas capable d'apporter des équipes au bout, alors que malgré tout, il a un titre, il a aussi un titre de finale, il a un titre de vainqueur de conférence en 2010, avec un match 7, hein, faut le rappeler aussi. Là, on parle de quelques possessions
de quelques possessions pour potentiellement gagner un titre face aux Lakers, une nouvelle fois. Donc voilà, pourquoi on va dire ce deux poids deux mesures peut-être entre ce qu'on considère comme légende, donc Jerry Sloan, et Doc Rivers à côté, qui est toujours en activité pour le coup, même s'il n'a pas de club, mais qu'on met toujours à chaque fois 6 pieds sous terre. Alors, il devrait plus être longtemps en activité vu qu'il a été recruté par ESPN, il me semble, Ouais. Oui, en tant qu'analyste. en tant Donc, qu'analyste, tout à fait. Donc, le retrouver sur un banc l'année prochaine, c'est impossible. Donc, on peut dire qu'il a temporairement pris sa retraite de coach. Ouais, on peut dire ça, oui. Oui, mais il y reviendra assez probablement. Je pense que ça. Enfin, typiquement, si Jerry Sloan était coach aujourd'hui, on dirait ah, mais quel daube Jerry Sloan, le mec il est pas capable d'aller chercher un titre, etc. Mhm. C'est aussi par rapport à la culture de l'instant, si tu veux. Je pense qu'il y a énormément. On l'a vu d'ailleurs dans les commentaires sous la publication qu'on a faite en annonçant le tribunal du jour. C'est-à-dire que énormément de gens le voient comme un énorme choker parce que cette année il a choqué, parce que aussi son bilan à Philadelphie est pas tout rose. Et c'est la vérité, ce que je peux comprendre. Mais regarde. Vas-y, finis, excuse-moi, je pensais. On regarde peut-être pas assez la globalité de sa carrière, justement, par rapport à ça, et c'est dommage parce qu'il a une carrière quand même. Enfin, il a une belle carrière, et on se base peut-être trop sur les résultats récents, ou aussi c'est peut-être encouragé par tout le truc réseaux sociaux, et ça lui tape dessus. Pas forcément, et c'est pas forcément justifié, tu vois. Ok. Moi, si je peux répondre à l'argument de Vlad, moi je pense que le fait de la comparaison Sloan-Rivers est assez pertinente, dans le sens où Sloan est bien aimé parce qu'il a passé toute sa carrière dans une seule franchise, il a affronté Michael Jordan, donc les gens disent en même temps il s'écoute Michael Jordan, il me récupère tout le temps, donc déjà il y a ça aussi, et il y a quelque chose aussi qui joue énormément contre Doc Rivers, malheureusement. Doc Rivers coach dans un temps où les réseaux sociaux ont une place magistrale dans la vie publique, dans l'opinion publique. Aujourd'hui, les défaites de Sloan, les dingueries de Sloan, on les a pas en tête parce que c'était pas médiatisé. Personne n'en parlait parce qu'il n'y avait pas de réseau. Voilà, ça en parlait autour de la cheminée après la messe le dimanche, mais c'est tout. Aujourd'hui, il suffit que, je sais pas, Doc Rivers il fasse jouer Kawhi Leonard de 35 minutes au lieu de 40, il va avoir 46 millions de tweets dessus. Et qui vont faire passer Doc Rivers pour un tocard. Donc je pense que cette ère de réseaux sociaux, de surréaction, joue contre Doc Rivers, et que forcément, ça a ramené à être ça a ramené à ce que Doc Rivers soit un personnage un peu plus détesté que ce qu'il devrait être, parce que c'est devenu un running gag, parce que c'est devenu quelque chose qui fait des stats, parce que c'est maintenant aujourd'hui sur Twitter, tu veux faire un tweet qui va un petit peu marcher, tu vas aller faire un tweet critiquant Doc Rivers. Je sais très bien que tu auras le public qui va retweeter, qui va RT, qui va faire. C'est très trend. Tyronn Lue, ça a été pareil un gros moment, quand même. De quoi? Ça a été pareil. Oui, voilà, Tyronn Lue pareil. Ouais, Tyronn Lue pareil. En fait, genre maintenant, aujourd'hui, il suffit que, comme je t'ai dit, il y ait un coach un peu pas trop aimé qui fasse une dinguerie, tu vas avoir 46 millions de tweets dessus. Alors que Jerry Sloan, il pouvait même s'enculer le pied, le cul avec son doigt pendant le match, personne n'aurait rien dit parce qu'il n'y avait pas Twitter. Donc Dédicace à Joachim Lowe, d'ailleurs. Pardon? Oui, exactement, dédicace à Joachim Lowe, exactement. Joachim Lowe, il s'est reniflé au robignol, tout le monde l'a vu parce que c'est Twitter, c'est ça. Mais si c'est en 1966, personne n'aurait rien capté. Donc voilà, je pense que ça joue énormément aussi le fait que beaucoup de gens. Et puis, il faut dire aussi les choses, et je vais finir dessus. Énormément de gens parlent de basket, parlent de coaching sans rien connaître. Hein. Parce que ça joue énormément aussi. Hein. Des gens ne regardent même pas les matchs, ils vont juste regarder. Par exemple, ils vont voir quoi? Ah, MDR, Doc Rivers, il a perdu. MDR, vas-y, il est trop nul. Sans regarder le match. Ouais, parce ils sont levés le matin, ils ont allumé SofaScore, ils ont perdu. Et voilà, tu vois. Donc je pense que ça joue énormément aussi contre
Je vais te faire le message de Maxime. Je pense que ça joue énormément. Ça aussi dans le cas Doc Rivers, malheureusement. Ouais, complet. Ouais, ok. Oui, Si je peux intervenir, Oui, bien sûr. Maître Enzo, vous avez parlé de réseaux sociaux, de s'attirer sur Doc Rivers, mais comme l'un des jurés sur le chat nous fait remarquer, il sait aussi très bien rendre son image. Donc, je veux bien que l'argument des réseaux sociaux permette à plus de gens de le critiquer. Mais Doc Rivers, s'il a encore des postes après des postes de coach, après tous ces énormes de choke, après tant d'années dans cette ligue, alors que depuis 2008, il n'a pas été capable de montrer qu'il pouvait gagner un titre, ce n'est pas étranger aussi, les réseaux sociaux. Alors, Après, est-ce que tu sais c'est quoi un titre? Alors, je vais juste, avant que vous posiez votre question, maître, c'est un peu paradoxal pour le coup, parce que on parle des résultats sportifs, sauf qu'à côté, énormément de gens veulent jouer et souhaitent jouer pour Doc Rivers, parce qu'il est reconnu en étant vraiment un player's coach, pour le coup. Donc, il y a quand même il y a quand même un certain paradoxe dans tout ça. Après, player's coach ne veut pas forcément dire mauvais coach. C'est-à-dire qu'il a quasiment tout le temps les meilleurs ratings défensifs quand il est coach d'une équipe NBA. C'est surtout un côté qu'il a développé à Boston. Et derrière, il a développé plutôt son coaching offensif. Et au final, tu vois, à Philadelphie, cette année, tu as des ratings qui sont très bons. Mais il faut pas enfermer le Doc Rivers dans la case ouais, non, il est que un player's coach, un motivateur, il arrive sur le banc, il pose la tablette et il parle, tu vois. Non, c'est pas vrai. Il y a des systèmes qui sont appelés, des fois c'est pas forcément les meilleurs, mais en tout cas il maîtrise ce qu'il fait, sinon il serait pas aux manettes d'une franchise depuis 99. Les GM ne sont pas aussi dupes que ça, je pense. Alors, j'ai Damas dans le chat qui dit « Doc est un menteur en vrai, ce qui explique la faiblesse actuelle de la NBA. » Alors, après, il défend bien ses teams. J'aimerais bien qu'il y ait Damas dans le chat, j'aimerais bien que tu argumentes un peu plus, que tu avances. Et aussi, est-ce que, parce que là, Maître Sam, vous disiez que beaucoup de joueurs veulent jouer pour lui. Ce qui est vrai, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais est-ce que ça viendrait pas aussi, tu vois, parce que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu vois, c'est quelqu'un de très à l'aise à l'oral, dans les discussions, machin, les joueurs doivent apprécier, mais est-ce que ça viendrait pas aussi les joueurs actuels qui ne veulent plus se laisser coacher? Parce que maintenant, on sait que si les coachs sont un peu trop durs, t'as des joueurs qui commencent à se plaindre et tout. On a eu des exemples il y a très récemment, hein. Enfin, je vais prendre un cas... Nick Nurse. Ou Dejounte Murray. Monsieur Dejounte Murray, quand il est parti des Spurs. Oui, c'est vrai. Tu vois, par exemple. Est-ce que ça viendrait pas aussi de là, le fait que les joueurs veuillent jouer pour Doc Rivers, non pas pour ce qu'il peut leur apporter dans leur carrière en termes d'accomplissement collectif, parce qu'un accomplissement individuel, on a vu cette saison que il peut, grâce à son coaching et à sa manière de gérer, il peut faire de belles régulières avec son équipe. Mais est-ce que les joueurs aussi veulent pas jouer pour lui, justement parce que il est plus doux, entre guillemets, que d'autres coachs? Pour le coup, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, si tu veux. Hormis T-Mac dans ses premières années en tant que coach, donc entre 99 et 2004, pardon, il y a aucun joueur qui a vraiment brillé individuellement et tout seul dans un effectif. Tu vois, ça a plutôt été un aplanissement des statistiques, hormis éventuellement Joel Embiid, mais il avait quand même d'autres joueurs qui brillent à côté de lui. Il n'y a jamais eu vraiment d'individualité dans le basket de Doc Rivers, donc je pense que... Ah oui, non, mais c'était pas par rapport à ça, en fait, que je disais ces choses, c'était plus par rapport à la relation, tu vois, au relationnel, au fait que, en termes de relation, peut-être qu'il est sûrement plus à l'écoute que d'autres coachs, avec ses joueurs et tout. Tu vois, moi je parle plus dans cet aspect-là, dans l'aspect mental, pas l'aspect terrain, tu vois, l'aspect du tiens, je vais aller jouer pour lui parce que ça va être un peu plus tranquille qu'avec un autre. Ça va clairement justement dans son mindset, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Sam, le fameux Ubuntu, cette philosophie
qui est à la fois de vivre, on va dire, au jour le jour, mais aussi derrière, si tu partages et que tu restes à l'écoute, que tu te dédies aux autres, les autres te le rendront. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a énormément développé depuis l'époque Celtics, depuis le début de l'époque Celtics. Et c'est ce qu'il a réussi en effet à faire au fur et à mesure des années. Et alors c'est peut-être une caractéristique du coup qui le détache, enfin entre guillemets, qui le démarque des autres. Au niveau de sa gestion. Parce qu'après, derrière, si c'est qu'une question de coaching, j'ai envie de te dire, quand tu te tapes dans ton coaching staff des mecs comme Sam Cassell ou des gars, des grandes gueules et des têtes brûlées comme lui, t'inquiète pas que c'est pas doux tous les jours. Et on l'a bien vu cette saison avec James Harden, comment il l'a maltraité, il l'insultait. Mais James Harden, pour le coup, il laissait parler. Alors après, est-ce qu'il le prenait au sérieux ou pas, j'en sais rien. Mais voilà. Après, je pense que pour le coup, Doc Rivers, c'est quelqu'un qui sait très bien s'entourer. Et c'est ça aussi qui fait peut-être la différence. C'est que lui, après, c'est là où il faut aussi reprendre ce qu'est la vraie fonction d'un head coach. Le head coach, de base, il est là vraiment pour donner les grandes lignées, on va dire vraiment les grandes lignes de ta philosophie de jeu. Après, derrière, le vrai aspect pur technique, etc., quand par exemple il y a des temps morts qui sont pris, c'est pas pour rien notamment que le head coach ne va pas directement sur son banc dessiner sur sa tablette. D'abord, il va en discuter avec ses coachs assistants. C'est ses coachs assistants qui vont lui dire, en effet, il serait peut-être mieux de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et pareil, quand tu regardes bien sur tous ses matchs, et ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il l'a, il a toujours son petit carton dans sa poche de costard. Et maintenant, ils ont plus de costard, maintenant ce sont des survêtements. Mais le gars prépare quand même tout. Et il a quand même, c'est pas comme si c'était... Parce que c'est vrai qu'on le fait passer pour un tocard, pour un branleur, mais c'est quelqu'un qui prépare énormément ses matchs. Bon, après... que ça lui réussisse ou pas. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. C'est vraiment la fonction à proprement dit aussi du head coach. Non, bien sûr. J'avais une question pour la défense par rapport à cette mentalité de l'Ubuntu. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est cette mentalité de bobo gauchiste qui fait que ces équipes... Qui fait que ces équipes ne soient pas assez dures en playoffs pour aller plus loin que des demi-finales de conférence depuis son départ des Celtics. Il a dit les bobos gauchistes. Mais on parle basket ou quoi ici? T'es un malade mental, mon gars. Il allait parler de Mélenchon. Mais monsieur le procureur de la République, qu'est-ce que vous me racontez là? Mais je ne fais que demander à la défense si cette mentalité de jeune en école de lettres qui fait du diabolo devant la gare n'est pas la cause principale des échecs de Doc Rivers et de ses équipes. C'est-à-dire, t'entends quoi par ça? Tu réduis une tradition africaine à... Ah ouais, attention là. Bobo gauchistes devant la gare qui font du diabolo, là. C'est ça qui se passe à des zadistes. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais Alors, putain. pour ma défense, je ne savais pas que c'était une tradition africaine. Ah mais oui, mais maître, soyez sérieux beaucoup, aussi. Je ne suis pas raciste, j'ai mangé un couscous hier. Mais ouais, mais les gars, mais de quoi on parle là? Mais wesh. Je parle du mindset de Doc Mais quel mindset? Mais toi, ton restaurant il mérite de brûler, je comprends pourquoi il a fermé, mais t'es un fou malade ou quoi? Bon, toi messieurs, on se concentre s'il vous plaît, on revient. Je n'apprécie pas ces allégations. Revenons sur le sujet, messieurs. Donc du coup, oui, qu'est-ce que vous souhaitiez mettre en avant, mettre vis-à-vis justement de la philosophie Ubuntu, qui au passage, oui, pour rappel, la philosophie Ubuntu est une philosophie qui vient de base d'Afrique du Sud, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est Mandela... Oui, avec Mandela, exactement. Voilà, exactement. Tout à fait. Et ça sort, alors après, Mandela l'a pris, je crois, surtout de tribus, enfin, je vais pas dire de bêtises. Je vais en parler, je vais quand même vérifier ce que je dis, mais oui, en effet, ça vient bien, et c'est d'ailleurs une très grosse source d'inspiration de Doc Rivers, Nelson Mandela. Donc voilà, pour remettre un peu en contexte le principe de l'Ubuntu pour le coup.
et qui est très basé de base sur le partage. Et du coup, oui, donc maître Quentin, du coup, qu'est-ce que vous souhaitiez poser comme question exactement par rapport à Oui. l'Ubuntu? Alors, pour être plus clair, cette mentalité, on l'a vu, elle a réussi lors de la saison 2007-2008. Mhm. Ça, on peut pas dire le contraire. Il y a le titre, même les années d'après, il y a encore des finales de conférence, il y a des finales. Mais est-ce que vous pensez pas que justement cette mentalité, à notre époque, elle ne marche plus, elle n'est plus aussi efficace qu'avant, et que justement, il devrait changer de méthode pour retrouver les sommets qu'il a connus lors de son passage aux Celtics. Moi, je pense que déjà, la carrière de Doc Rivers coach est finie. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il ne retrouvera plus de banc parce que déjà, je le vois prendre de moins en moins de plaisir. Et je le vois plus forcément dans ce rôle-là. Je le vois peut-être intégrer un front office, ça je dis pas, mais le continuer à le voir sur un banc, ça m'étonnerait. Déjà parce que le mojo qu'il a avec les joueurs, c'est plus la génération qui arrive. En soi, des Jalen Green, des Kate Cunningham, des Anthony Edwards, des Shai, encore Shai, il a connu, donc ça compte pas. Mais des Haliburton, tous ces joueurs comme ça de la nouvelle génération, ils connaissent pas Doc Rivers, donc ils ont pas forcément envie de jouer avec Doc Rivers. Donc, son principal mojo, sa principale qualité n'est plus aussi forte que ce qu'elle pouvait être il y a encore 10 ans. Et on est sur une NBA qui fait de plus en plus confiance à des coachs de plus en plus jeunes, ce qui est une bonne chose. On en avait parlé d'ailleurs dans Forever, il me semble, si je me trompe pas. Tout à fait. Donc je pense que là, on arrive à un tournant coaching dans la NBA. Il va y avoir beaucoup de changements de coaching dans la NBA, je pense, dans les années à venir. Et Doc Rivers n'est plus dans le coup, malgré toutes les qualités qu'il peut avoir et tous les arguments qu'on a donnés en sa faveur. Je ne pense pas qu'il soit toujours d'actualité aujourd'hui, qu'il soit toujours actif aujourd'hui, on va dire. Donc ouais, moi je pense que sa carrière de coach est terminée. Et parce que c'est comme ça, la méta NBA a changé pour les coachs et Doc Rivers ne fit plus aussi bien que ce qu'il aurait pu fit. Non, mais puis je le vois, tu vois, tu parlais d'un rôle dans un front office, on l'a déjà vu en tant que président des opérations basket chez les Clippers. On a constaté quand même qu'il avait des connaissances basket assez pointues. Donc ça serait pas du tout surprenant qu'ils prennent cette option-là. Non, en effet, c'est vrai que oui, en tant que président des opérations basket, il a été plutôt très bon pour le coup aux Clippers. Alors peut-être, pourquoi pas par la suite, une reconversion, hein, peut-être au sein d'un front office, en parallèle peut-être ou après sa carrière peut-être d'analyste. Mais c'est vrai que la carrière sur ESPN, ouais, en tant qu'analyste, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Je pense que ça peut être très intéressant. Ouais, de ouf. Et d'ailleurs, de votre fin, ESPN sont eux aussi en train de changer. Ouais. Ils en ont marre un peu du React, de tout ça. Le mercato d'ESPN, mais c'est un vrai coup de balai qu'ils sont en train de faire. Mais ils prennent des gars qui knows ball, tu vois, qui sont plus juste dans la réac, dans le crier, dans tout ça. Ils sont vraiment en train de prendre un virage aussi beaucoup plus technico-tactique. Et je pense que ça va être cool. Et Doc Rivers va se perdre là-bas. Et pour aller dans le sens de ce que je dis, s'il acceptait un contrat ESPN, c'est qu'il sait très bien que il compte mettre sa carrière de coach en parenthèse. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il est un peu dans la lignée de ce qu'a fait aussi Mark Jackson. Moi, je les mets un peu dans la même catégorie. Ouais. Après, Mark Jackson est très loin d'être du même acabit que... Ouais, mais bon, il est quand même sérieux, Mark Jackson. Mathieu Bonnemer, un peu. Tu disais, Sam ? On peut plus dire un peu Mathieu Bonnemer, quoi. Christophe Galtier. Christophe Galtier. Aïe. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a pas mal fait le tour parce que on a fait déjà 3 gros quarts d'heure sur le sujet. Alors, est-ce que vous avez... On va peut-être rentrer, encore plus dans le vif du sujet pour le coup. Chacun, vous, quel serait, on va dire, vraiment votre principal, si vous aviez un argument
soit du coup pour défoncer ou pour défendre Doc Rivers. Ce serait lequel, messieurs? Le gars est, malgré le peu de résultats sportifs, parce que ça c'est indéniable, le gars est ultra respecté dans toute la ligue. C'est pas pour rien. Voilà. Moi, c'est mon argument. Si c'était un tocard, ça ferait longtemps qu'il n'aurait plus de poste, ça ferait longtemps qu'il n'aurait plus de crédit, ça ferait longtemps qu'il n'aurait plus de respect. Donc, non, s'il en a autant encore aujourd'hui, c'est que le gars. En fait, il y a des choses qu'on voit pas. Des choses qui se passent autour de la ligue, autour des matchs, autour d'une équipe qu'on ne voit pas. Donc voilà. Très bien. Non, Ouais. c'est exactement ça, ouais, pareil pour Doc Rivers, c'est l'homme qu'il est, et c'est aussi reflété du coup par ce respect de la ligue entière, mais il est resté 23 ans quand même au coaching, avec au final très peu de saisons mauvaises, hormis un tout petit passage à vide sur son début là chez les Celtics, mais sinon c'est assez solide sur tout le reste. Tu as beaucoup de très bonnes places à l'approche des playoffs. Cette longévité illustre forcément quelqu'un qui s'y connaît en basket. J'aimerais bien voir ce qu'il pourrait faire aux commandes d'une franchise. Donc pour ça, je dirais un acquittement. Je demanderais un acquittement total de mon client. Parce que pour remettre quand même en contexte, hein, sur les 23 ans, il en fait quand même 18 où il y a au minimum une qualification en play-off. Hein. Voilà, c'est énorme. Ça parle quand même, ça peut quand même parler à son avantage. Quentin, de ton côté? Moi, je trouve déjà que pour Monsieur Doc Rivers, je vais pas parler de la période Magic parce que l'effectif n'était pas aussi glorieux que les effectifs qu'il a pu connaître après. C'était son début de carrière. On peut excuser certains égarements, même si en 2003, bon, il n'est pas entièrement responsable, mais quand même, il a une bonne part de responsabilité, je pense. Je trouve qu'on se concentre trop sur 2-3 saisons Celtics où les Celtics ont été excellents, on ne va pas dire le contraire. Mais je trouve que Doc Rivers, à chaque fois qu'on l'encense, on se base trop là-dessus, alors que tu regardes sa période Clippers et Sixers de très récemment, ça fait à peu près presque la moitié de sa carrière. C'est quand même... C'est quand même très très mid, tu vois, je trouve, pas en régulière comme a dit la défense. En régulière, ça a toujours été assez stable. Mais je trouve que quand on l'encense, on oublie trop cette période Clippers où il avait un effectif qui pouvait viser le titre. Clairement, cette période Sixers aussi, il avait un effectif capable de viser le titre. Je trouve qu'on oublie trop ça, qu'il a des circonstances atténuantes sur certains cas, mais quand même. Sur justement ces cas-là, est-ce qu'on peut complètement lui remettre la responsabilité? Je vais m'expliquer sur notamment les échecs en play-off. Parce que à cette heure-ci, ça reste le coach, mais c'est pas lui qui joue sur le terrain. Derrière, est-ce qu'on doit lui en vouloir d'avoir notamment un Chris Paul qui se blesse tout le temps à l'époque des Clippers? Est-ce qu'on doit lui en vouloir que Paul George passe complètement au travers de ses campagnes de play-off aux Clippers? Est-ce qu'on doit se plaindre aussi, est-ce qu'on doit lui en vouloir quand à côté tu as notamment un James Harden en match 7 face à Boston qui se chie mais complètement dessus? Enfin, ou Embiid qui se fait le genou, hein, ouais, voilà, c'est des excuses. Ou Embiid, parce qu'il faut rappeler aussi en 2021, Embiid il joue sur un genou contre Atlanta. Hein. Voilà, pareil, Embiid, je trouve qu'il souffre un petit peu aussi de ce syndrome-là, c'est que on lui en met beaucoup sur la gueule. Alors certes, injury prone, malheureusement, ça, il le sera tout le temps, mais c'est quand même compliqué de lui en vouloir, alors que le gars, malgré qu'il soit blessé, il fait quand même le maximum à chaque fois pour venir. Et la série face à Atlanta, bon certes, série malheureuse qui se termine en 7, mais le mec, de base, joue à la fois avec un genou en moins, mais avec aussi l'année d'après, avec aussi une... C'était un pouce ou un poignet en moins qu'il se fait contre Toronto, notamment au premier tour. Et ça lui sera aussi, derrière préjudiciable. Donc voilà, je pense que ça a quand même ses limites
on va dire, de tout mettre entre guillemets sur son dos, parce que c'est l'équipe de Doc Rivers, donc forcément c'est lui qui est le coupable. On sait très bien que le coach est toujours le fusible facile. Donc est-ce que c'est pas justement un peu aussi des raisons à remettre un peu en contexte? Et je vois notamment Damas qui me met que les blessures ne sont pas suffisantes comme argumentation. Non, mais ça reste quand même un facteur important. C'est quand même ce qui va conditionner. C'est quand même un peu ce qui va conditionner ta série de playoffs pour le coup. Donc c'est pour ça que je parlais de circonstances atténuantes aussi, parce que voilà, ce n'est pas que de sa faute si Chris Paul, Embiid, Harden, tout qui vous voulez se blesse, mais ça fait à chaque fois ça fait quand même beaucoup de fois avec un dénominateur commun qui est Doc Rivers justement. Est-ce qu'il n'y aurait pas des je sais pas, après je ne suis pas dans... On serait plus peut-être sur une adaptation qui serait limitée. Déjà, et puis comment ça se fait qu'à chaque fois quand Doc Rivers a une équipe qui peut possiblement aller au titre, le meilleur joueur finit toujours par se blesser? À chaque fois, genre ça arrive souvent, ça arrive à toutes les équipes. Je veux pas dire Doc Rivers, argument non recevable là, je suis désolé. Non, mais attends. J'ai pas fini d'expliquer. Vas-y. Je veux pas dire que c'est de sa faute, parce que c'est pas lui qui va sur le terrain péter la cuisse de Chris Paul. Non. C'est pas lui qui va péter le doigt, le poignet, je sais plus, de Embiid. Mais à chaque fois, c'est une équipe de Doc Rivers où on se dit, tiens, elle peut aller très loin en playoff, mais à chaque fois, t'as un problème. Et ça, je ne comprends pas. La défense, si vous avez quelque chose pour rebondir. Après, ça c'est pour le coup, c'est pas lié. Je veux dire, après, évidemment, tu peux critiquer le fait que il y a des ajustements qui soient peut-être pas forcément les bons, etc., qui soient faits. Mais bon, qu'il y ait des blessures, c'est indéniable. Voilà, il y a Embiid qui s'est blessé, Chris Paul qui s'est blessé. Tu peux même pas dire que c'est lié par rapport à la préparation physique, parce que a priori c'est pas Doc Rivers qui leur fait faire qui leur fait aller à la salle ou quoi que ce soit. Par contre, il y a aussi autre chose que d'accord on peut tolérer, c'est que il est jamais arrivé avec ces groupes, avec les Clippers et avec les Sixers en l'occurrence, à aller chercher les meilleures équipes de la ligue sur la période de 2010-2023. Tu vois, les Heatles, il les a jamais battus a priori. Non. Tu vois, les Heatles, oui, parce que les Warriors derrière non plus. OKC, il les a jamais battus. Les Rockets. Il a battu les Warriors en 2014. Ah ouais? Oui, en premier tour en 7 matchs. Ouais, ah, oui. My bad. Oui, t'as raison. Et il a aussi battu l'année d'après les Spurs au premier tour. Mais voilà, mais pour dire que il a eu une assez grosse rivalité quand même, et qu'il est arrivé malgré tout à faire des groupes cohérents à chaque fois et auxquels on avait espoir. Donc, quand même un achievement qui est correct. Oui, c'est ce que je disais quand je disais qu'à chaque fois il avait des équipes où on pouvait se dire bah tiens, eux ils peuvent aller au titre. C'est pour ça que je disais ça. Il a toujours eu des assez bons groupes quand même, à part une année ou deux aux Clippers où les groupes étaient plus réduits parce que bah déjà il y avait le trade de Chris Paul, que tu jouais, t'avais une équipe remplie de role-players ou de très très jeunes joueurs. Donc oui, sur ces années-là, je vais pas lui reprocher de pas avoir passé un tour avec les Clippers 2018-2019. Ce serait complètement con, parce que est-ce qu'avec Lou Williams, son trésarel, tu vas taper les Warriors de Curry, Clay, KD, Draymond et Cousins? Non, bien sûr que non. Mais il y a quand même ce dénominateur commun à chaque fois aux Clippers, dans les autres périodes. Il aura quand même pris 2 matchs. Oui, non, mais cette saison-là, c'est extraordinaire ce qu'il a réussi à faire avec les Clippers. On va pas... Je vais pas dire le contraire, mais c'est les années d'avant qui m'embêtent un peu plus. Parce que oui, 2014, du coup, ils battent les Warriors en 7. 2015, ils battent les Spurs en 7 aussi, il me semble. Ouais. Et après, c'est 2 sorties au premier tour. Il y a la sortie au premier tour avec les clés en 2019, mais ça, on s'en fout. T'as le choke dans la bulle. Paul George a été affreux. On va pas revenir là-dessus. Voilà, ça c'est
Je suis mitigé sur ce cas-là, j'ai plus envie de dire que c'est de la faute de Paul George parce qu'il a pué la merde. Non mais pour un chat. Mais après t'as aussi oui les Sixers, il y a des petites circonstances atténuantes, c'est vrai, mais il n'y a jamais eu ce qu'on attendait quoi. Typiquement cette année, cette année ils menaient pas la série d'ailleurs contre les Celtics à un moment. Si. Contre les Il y avait deux, je Celtics, crois. oui, il y avait Il y avait 2-1. deux, non Ouais, il y avait 2-1. Il y avait même 3-2, ouais 2-1, 3-2. Non, il y avait 2-1 pour les Celtics, et après ils sont remontés à 3-2 les Sixers. Après voilà, vous l'avez dit, James Harden a fait de la merde, Tatum a fait un énorme match. Mais quand même, en plus, il y a pas un match qui se perd au buzzer? Non, il n'y a pas de match. Non, il n'y a pas de match au Ah buzzer. non, c'est la série d'après quand il y a un buzzer, je crois. Mais bon, n'empêche qu'avec les Sixers, il n'a même pas fait, entre guillemets, hein, quand je dis même pas, les finales de conférence. Mais Non, oui, bah, c'est sûr. Alors après, je me permets de rebondir notamment sur, sur le commentaire d'Eric qui parle notamment des 3-1. Mais je vais revenir un peu encore à ma question précédente. Certes, des 3-1, mais est-ce que... Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, et c'est notamment ce que tout joueur dit, notamment lorsque une équipe performe, pourquoi elle performe? Parce qu'elle exécute bien. Est-ce que c'est remettre aussi la faute sur Doc Rivers alors que c'est tout simplement les joueurs? Ça se trouve, Doc Rivers, ça se trouve, on ne sait pas, hein. Après, malheureusement, on n'est pas dans les coaching staff, mais qui dit que ça se trouve, en fait, il dessine les bons trucs au bon moment, etc. C'est juste que derrière, ce sont les joueurs, tout simplement, qui ne sont pas suffisamment... Affûté, qui sont après. qui sont pas suffisamment disciplinés pour exécuter correctement ce qu'ils demandent. Est-ce que... Moi, je pense que c'est un peu facile de dire ça parce que je veux bien que ça se passe sur certains cas, mais bon, le running gag du playbook de Doc Rivers, ça a quand même pas mal d'années qu'il existe, donc ça serait un peu trop facile de juste dire ouais, c'est la faute des joueurs. Il y a une part de responsabilité chez les joueurs, c'est indéniable, on peut pas dire le contraire, mais il y en a également une chez Doc Rivers. Et ensuite, moi je pense que le fait que Doc Rivers ne s'en sorte qu'avec seulement un seul titre, c'est un mélange de son manque de playbook, qui est une des raisons, c'est indéniable aussi, sa malchance, parce que comme vous l'avez dit, énormément de blessures, et ça, c'est pas de sa faute à lui, mais c'est aussi, je pense, et là je pense que c'est surtout par rapport au cas Sixers, c'est un manque de mental de la part de ses joueurs, avec qui la sauce Doc Rivers n'a pas prise. Je pense par exemple à Harden et Embiid. Et même, je pense que Harden et Embiid, la faute va beaucoup plus à Harden et Embiid qu'à Doc Rivers. Parce que Doc Rivers, en soi, a réussi à mettre le jeu en place pour faire jouer ces deux stars ensemble. Pendant la saison régulière, Harden et Embiid, c'était le meilleur duo de la ligue. Et ça, c'est grâce à Doc Rivers qui a pu mettre en place un jeu autour de ces deux-là. C'est aussi Doc Rivers qui a réussi à optimiser Tobias Harris, qui a fait du coup une des meilleures saisons de sa carrière. Ah, bien sûr. C'est Doc Rivers qui a réussi à parfaitement trouver un rôle à Tyrese Maxey. Donc Doc Rivers est un coach capable tactiquement également, on l'a vu cette saison. Mais malheureusement, après c'est aux joueurs aussi de mentalement step up, dans leur capacité à supporter la pression, dans leur capacité à suivre les consignes, comme tu as dit. Et nous, on a vu par exemple un James Harden qui s'est totalement chié dessus pendant les playoffs. Et ça, c'est pas de la faute à Doc Rivers. Puisque Doc Rivers a tout fait pour le mettre dans les bonnes dispositions, justement. Après, concernant le cas de James Harden, une petite aparté. Est-ce que c'était pas sûr qu'il ait chié dessus en playoff? Qui ça, James Harden? Oui. Ah, il a quand même une bonne réputation que lorsque ça compte, que ses statistiques soient vachement en baisse. Oui, mais Doc Rivers n'était... J'ai pas des articles ou quoi sur la main, mais il n'était pas contre la venue de James Harden. Bien au contraire, je pense. Ah bah non, bah de toute façon, tu sais très bien qu'un coach, quoi qu'il en est, il est dans les décisions. Oui. Puis bon, après, c'était un cas particulier, parce que James Harden était indésirable au Nets, Ben Simmons était devenu indésirable aux Sixers, hein, parce que
j'ai critiqué Doc Rivers sur sa gestion du cas Ben Simmons. Ben Simmons n'est aussi pas exemple de tout reproche. Hein. On se rappelle de l'épisode de l'entraînement avec le portable dans la poche. Oui. Je pense que j'ai pas besoin de le rappeler. Ouais. Mais tu vois, après, Doc Rivers a donné son accord pour Harden. Doc Rivers savait que Harden, c'était compliqué quand ça comptait. Doc Rivers sait que Harden devient une Jerry Brown au fur et à mesure. Ça va avec l'âge, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais du coup, il sait que son duo de Harden et Embiid, il sait que les deux peuvent se blesser à n'importe quel moment. Il sait que James Harden, quand ça compte, c'est pas fou. Comme Chris Paul à une époque, en plus, quand il y a eu Chris Paul, on sait que Chris Paul, il peut bien chier dessus aussi. Et puis, il a eu l'expérience à un moment quand même avec Chris Paul. Oui. Donc, j'ai envie de dire, en mettant les blessures de côté, qu'il savait à quoi s'en tenir, quoi, en validant certains recrutements qu'il y a pu y avoir. Est-ce que vous avez d'autres choses peut-être à... Enfin, est-ce que vous avez peut-être une réaction à ce qui a été dit là par Quentin, Enzo et Sam? Non, moi, ma réaction, c'est effectivement, tu sais que des joueurs ont des faiblesses. C'est ton rôle de coach de les effacer au plus possible, et c'est ce qu'a réussi à faire Doc Rivers à un certain point. Juste que le coach n'est pas un magicien, le joueur doit aussi se faire du mal aussi. Et encore si sur Chris Paul, je veux bien que les fautes soient partagées. Concernant James Harden, concernant James Harden, c'est totalement la faute à James Harden, parce que durant toute la saison, on a vu Doc Rivers toujours soutenir James Harden, toujours le mettre dans les meilleures dispositions possibles, toujours lui trouver le meilleur rôle possible, toujours lui mettre les meilleurs line-up possibles. Donc au bout d'un moment, dire que c'est Doc Rivers qui a lui aussi choisi les joueurs dont il connaissait les faiblesses, c'est trop facile. C'est trop facile de dire ça. Non, je dis pas que c'est la raison principale du marasme de cette saison. Non, parce que James Harden, il était nul à chier sur le game set, tu vois. C'est comme en 2020 quand je parlais de Paul George, tu vois. Je vais pas remettre toute la faute sur Doc Rivers. Je dis juste qu'il savait comment ça pouvait se passer. Ça aurait pu se passer autrement, bien sûr. Les Sixers, s'ils auraient aussi bien pu gagner le titre que les Nuggets cette année, tu vois, j'en suis convaincu. Mais ils savaient à quoi ils s'engageaient, tu vois, en recrutant certains joueurs. Alors, tu vois ce que je veux dire? Je me permets juste parce que là, il y a James Parden, du coup, sur le chat, qui dit que James Harden est goat offensif, ça a mérité un ban de 10 secondes. Allez, à tout à l'heure. Oh oui. Mais oui, alors moi c'est toujours là où j'ai un peu de mal par rapport voilà, on a le cas récemment avec les Sixers. Enfin, ça marchait super bien en saison régulière. Justement, on était même sur Forever, hein, sur le podcast Forever, et même sur TBL, là pour le coup, on disait, mais ça se trouve, peut-être qu'on a là, enfin peut-être la bonne recette avec James Harden, parce qu'on sait très bien que James Harden, notamment à la bonne époque de Houston, en tant que meneur, c'était hyper efficace, avec Joel Embiid, qui est MVP, hein, donc c'est pour dire quand même le niveau du type pendant toute la saison, et d'un seul coup, le downfall en demi-finale, déjà, au premier tour, il n'y avait pas de débat, au premier tour, voilà, ça a été une balade de santé, mais par contre, contre Boston. Alors après, Boston, ça reste une très bonne défense, hein, faut le rappeler, même offensivement parlant, c'est très sérieux avec la doublette Tatum et Brown. Mais quand on regarde notamment James Harden, alors il n'y a pas que sur le match 7 hein, où il est mauvais, hein, faut le rappeler. Certes, il fait un très bon match 1 où il met 41 ou 45 points, je ne sais plus exactement, où il va faire justement l'upset à Boston. Donc ça, faut le rappeler. Mais après, sa série, ce sont les montagnes russes. Hein. Il fait un bon match, après il va faire un mauvais match, bon match, mauvais match, etc. etc. Est-ce qu'au bout d'un moment... au bout d'un moment, moi je trouve que encore une fois, certes, Doc Rivers, ça tombe encore sur une équipe qui est gérée par Doc Rivers, mais moi, je trouve que lui remettre la faute, pour le coup, ça reste quand même... Alors, je vais peut-être forcer un peu le trait, mais moi, je trouve que c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle, pour le coup. Oui, je suis d'accord avec toi, parce que c'est Doc Rivers, parce que c'est plus facile, parce que c'est la réponse de la facilité. Voilà.
En fait, ils se disent quoi? Ah, mais à chaque fois, il y a un dénominateur commun, c'est Doc Rivers. Aïe, Ouais, aïe, c'est la aïe. faute à Doc Rivers. Aïe, aïe, aïe. Ben, non. Oh, maître Quentin, ça vous attaque là. Bah, Non, mais s'il c'est y a la un vérité. dénominateur C'est la commun, vérité. C'est la vérité. s'il y a un dénominateur commun, c'est bizarre. Ben oui. quand même. Mais c'est des. Ah bah Mais dis en fait, donc. c'est trop facile. C'est trop Non, facile mais de. après, je le répète depuis tout à l'heure, j'ai dit c'est pas entièrement sa faute. Je l'ai dit. Je l'ai dit pour les Clippers 2020, je l'ai dit pour le cas Chris Paul, je l'ai dit Bah, aussi attends, pour moi, j'ai une le question. cas Harden. Moi, j'ai une question. Vas-y. Sur les Sixers cette année, en quoi c'est la faute à Doc Rivers? Bah, est-ce que j'ai dit que c'était sa faute cette année? Je te pose une question. Est-ce que tu peux répondre à ma question au lieu d'en trouver une autre pour te sauver? Ce n'est pas entièrement sa faute. Non, mais en quoi c'est sa faute? Quelles sont les parts de responsabilité de Doc Rivers dans l'élimination des Sixers cette année? Bah, Ah. ils ont perdu, voilà. De quoi? Ils ont perdu, voilà. Ah mais tout le monde perd. Enfin, moi en fait, alors, je vais pareil. Alors j'ai utilisé, C'est pas plus que d'autres. j'ai utilisé tout à l'heure le cas de Jerry Sloan, mais on va prendre un exemple beaucoup plus récent, qui a survécu grâce à un titre pour le coup. C'est Mike Budenholzer. Ouais. Bizarrement, lui, il n'a pas cette réputation de choker, alors que à Atlanta. Avant qu'il gagne son titre, Oh, quand même. attention, ça non, lui mais- chie dessus, non, quand même, mais- je trouve. Non mais oui, mais on lui a jamais, en dehors de gens qui ne sont pas des faux culs, comme je pense par exemple à Rafik, qui pour le coup a toujours été le premier à dire non, c'est pas le coach qu'il nous faut. Alors, en parlant en étant fan de Milwaukee, ça il l'a toujours défendu. Et pourtant, Budenholzer, il a toujours cette référence d'un coach dit élite entre guillemets, alors que tu vois notamment ce qu'il a fait avec Atlanta. Atlanta a toujours terminé aussi tête de série, et je repense notamment à l'épisode face à Cleveland en 2016, où ils se prennent mais une drill mais monumentale. Ils se prennent Mais avec même- 4-0 mais en règle. Et Mais même ça- en dehors de ça, excuse-moi, je te coupe, Vas-y. mais comme tu as dit, jusqu'au titre, même en interne, même chez les Bucks, parmi les joueurs, beaucoup remettaient en question Budenholzer, Giannis le premier, Mhm. parce que sur des matchs de playoff où il pouvait jouer 43 minutes, il en jouait 30. Ça, c'était... Donc, Ouais, c'était... Alors là, pour le coup, c'était même plus sur l'aspect vraiment gestion du temps de jeu des joueurs. C'est ça. Et pour le coup, Budenholzer n'a jamais eu la réputation d'un meneur d'hommes, Mm. bien au contraire. Ouais, Donc, c'était... En et effet. Budenholzer reçoit beaucoup moins de critiques que Doc Rivers, Voilà. alors qu'à mes yeux, Budenholzer est également un nettement moins bon coach que Doc Rivers. Et en effet, ça, là, Mais le après- fait qu'il ait été viré, ça a été juste retardé. Hein. Ah oui, bien sûr. Il y Non, mais on aura est un d'accord point là-dessus. qui va vraiment montrer ce que vaut Budenholzer, c'est aussi s'il arrive à retrouver un poste derrière. Parce que bon. Ben là, actuellement, je pense qu'il va faire une petite pause mentale. Ouais, voilà. Mm. Donc on verra ce qu'il peut avoir comme projet derrière, etc. Mais c'est vrai que Après, la fin sur Milwaukee. Parce que, pareil, on peut reprendre les exemples. Moi, l'exemple le plus flagrant, ça a été quand même dans la bulle, la série face au Heat de Milwaukee. Bon, là, je dévie un petit c'est peu. dégueulasse. Mais la série, elle est horrible de Milwaukee. Et, enfin, voilà. Alors que si, pour le coup, si c'était Doc Rivers qui était à la tête des Bucks, mais on lui aurait coupé la tête. Hein. Là, on lui aurait dit, allez, go sur la place publique pour aller le guillotiner. Hein. Alors Non, que, non, c'est Je suis Budenholzer. d'accord avec ta défense pour dire que Doc Rivers est plus souvent attaqué que nécessaire. Ça, moi, je ne veux pas remettre en cause ça, parce que c'est vrai. C'est peut-être par rapport au marché aussi. Hein. Peut-être. Oui. Et aussi, je pense aussi, Ça joue. Budenholzer a 2 fois moins de temps en tant que head coach que Doc Rivers. Ça joue peut-être aussi. Bah après, il est assistant depuis 96, mais oui, en tant que head coach. Ouais, En tant que head coach, ouais. Ouais, Plus bah, effectivement, c'est Budenholzer a l'école. une plus grosse carrière. Ouais, c'est l'école Popovich aussi, Budenholzer. Mais bah après, alors oui, certes, il a une comment dire, le Milwaukee est une place en effet, t'as bien moins gros marché que Boston. Mais est-ce que à cette heure-ci, là, on est sur la comparaison entre Doc Rivers et Mike Budenholzer, mais est-ce que Mike Budenholzer a eu un joueur... Enfin, non, pardon, est-ce que Doc Rivers a eu un joueur aussi fort que Giannis Antetokounmpo?
Est-ce que Doc Rivers a eu un joueur aussi fort Oui, que est-ce que Doc Rivers a eu un joueur aussi fort que Giannis Antetokounmpo? Tracy McGrady? Dans sa carrière? Ouais, Tracy McGrady? Non, jamais. Non, jamais. Giannis pisse à l'arrêt de Tracy McGrady. Hein. Il a eu des joueurs, certes pas au niveau de Giannis, parce que Giannis, on le répète souvent, c'est un cheat code, le mec est trop fort, c'est sans doute, à la fin de sa carrière, ce sera sans doute un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il est déjà. Il a quand même des trucs qui oui, il est déjà. Mais, tu vois, quand je te dis un des meilleurs joueurs de l'histoire, tu vois, je te parle de. On peut se dire, ah tiens, peut-être qu'il est top 10 all-time, tu vois, genre une connerie comme ça. Ok, d'accord. Tu vois, je parle en fin de carrière. Hein. Mais Doc Rivers a quand même eu des très bons joueurs. Tu vois, moi, je parlais pas trop du Magic parce que, bon, voilà, on connaît un peu la situation du Magic à cette époque. T'étais censé avoir Tim Grant Hill. Grant Hill, tu l'as pas trop vu à cause d'une opération. Il a chopé quoi, le staphylocoque doré, je crois, pendant l'opération de ses jambes. Ouais. Donc bon, on va pas dire ça à faute de Doc Rivers parce que c'est faux. Ah bah non, là, ouais. Après, t'avais un effectif très limité, hormis Tracy McGrady. Maladie nosocomiale, là, tu peux rien. Oui, bah oui. Bah après, il a eu des joueurs qui se rapprochent un peu du niveau d'Angelis, tu vois, genre la Embiid actuellement depuis 2-3 ans. Même KG, enfin. KG. KG, oui, bon, il a été défenseur de l'année, oui. Bah, KG, quand même, quand il arrive, il lance. Très ouais, fort. mais t'es plus quand même au prime de KG. Hein. Non, t'es plus au son prime, c'est sûr. Mais t'as eu les 5 meilleurs défenseurs intérieurs de l'histoire. Il y a Nasrim HF là, qui met, si on demande à Paul Pierce, il va dire qu'il est meilleur que Giannis. Ouais, mais Paul Pierce, il peut se faire enculer. tu sais quoi, un jour, s'il vous plaît, on peut faire un jugement Paul Pierce, s'il vous plaît? Parce que j'ai trop de choses à dire. Et est-ce que dans ce cas, ce serait pas la semaine prochaine, tiens? Mais tu sais quoi, vas-y, la semaine prochaine, jugement Paul Pierce, et moi je vais fermer des gueules un peu. Parce que la façon dont les gens aiment trop disrespecter Paul Pierce, c'est une folie. C'est une grosse folie. Vous croyez trop Paul Pierce, il a joué 6 ans, et dans ces 6 ans-là, il tournait entre 15 et 20 points par match. Ah, les gars, Paul Pierce, c'était un des meilleurs joueurs de la ligue. Faut arrêter un peu ce disrespect de merde, faut arrêter de lui chier à la gueule parce que le gars, c'est un trou du cul. Parce que oui, c'est un trou du cul, y a pas de souci dessus, mais respectez le joueur. Parce que là, vous commencez à me casser les couilles. Le gars, c'était un des meilleurs ailiers de la ligue. Dans une époque où tous les meilleurs joueurs étaient dans le front de courte. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Mais le sujet Paul Pierce, il peut être intéressant. Mais vraiment, vraiment, tu sais, ça m'énerve la réputation qu'a Paul Pierce à cause des putains de trous du cul qui se sont amusés à le faire passer pour un tocard juste pour faire des likes. Ça commence à me casser les couilles. Oui, le gars est un trou du cul. Oui. Il est bête, oui, il est con, il n'y a pas de souci. Mais le joueur, je me rappelle d'un space Twitter où des gens me disaient que Vince Carter était plus haut que Paul Pierce Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. C'était sur le live de... Oh, t'inquiète, on dira pas qui, mais on sait très bien de qui on parle. Tout ça. Ils ont dit quoi? Ouais, mais Vince Carter, il a une meilleure après-carrière. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Aïe. Putain, je suis énervé. La dernière, je suis énervé. Putain. Mais concernant les très gros joueurs Rivers, donc il y a eu KG, il y a eu Paul Pierce aussi, du coup. Ouais. Il y a eu, même si Ray Allen était moins fort qu'à l'époque, il restait quand même très sérieux. Ah oui, bien sûr. Aux Clippers. Ouais, mais Clippers. je vais remodifier. Alors, je vais peut-être remodifier ma question. Parce que c'est vrai que alors, en effet, il y a Chris Paul, il y a du Blake Griffin, bon, ok. Mais est-ce que... Alors, c'était aussi des équipes différentes, parce qu'on était, en effet, début des années 2010 notamment, on est plus sur des Big Three, pour le coup. Alors que là, maintenant, on est beaucoup plus axé sur un très, très gros joueur, sur un vrai franchise player, plus un très bon sidekick. Est-ce que dans ce genre de configuration, justement, parce que c'est vrai que Doc Rivers, il a toujours eu des Big Three, est-ce que c'est pas là, justement, la difficulté pour lui, à cette époque-là, et de pouvoir peut-être au niveau de la hiérarchie, est-ce que c'était pas plus compliqué, justement, pour mettre en avant un joueur, alors que, par exemple, Budenholzer, bah lui, il avait carte blanche sur Giannis, parce que le projet Milwaukee, c'est Giannis. Alors qu'à côté, tu prends les Clippers, c'était un trio qu'il fallait gérer. Pareil, lorsqu'il y a Kawhi, notamment, qui arrive avec Paul George, là, c'est un duo. Et c'est un duo parmi lequel on n'est pas capable réellement de faire vraiment la hiérarchie.
et ça s'est vu notamment en playoff. Je vais reprendre aussi le cas Philadelphie. Philadelphie, certes, il y a Joel Embiid, mais à côté, et d'ailleurs, il l'a dit récemment, il ne savait clairement pas comment manager James Harden. Il savait pas comment s'y prendre avec. Et ça a été le joueur le plus compliqué pour lui à gérer. Est-ce que ça rejoint pas ce que je disais tout à l'heure avec le fait qu'il n'ait pas changé sa mentalité pour évoluer dans la ligue, justement? Ouais, non, bah je sais pas, hein, ça peut être un argument. Hein. Là, je trouve des questions, voilà, pour continuer à alimenter justement le débat, hein, pour le coup. Pour le coup, je trouve que ce côté-là, collectif, etc., qu'il avait notamment à Boston, au niveau de son effectif, lui sert plutôt bien. C'est-à-dire que tu prônes un basket et même un mode de vie, tu vois, une philosophie vraiment de groupe et de collectivité, de communauté, etc. Et derrière, tu as une équipe où tout le monde se bat et tout le monde va dans le même sens, tu vois. Donc, je trouve qu'au contraire, c'est peut-être plus compliqué pour lui de s'adapter à un schéma de enfin, tu vois, une grosse star, comme il y avait à Philadelphie, et puis des joueurs derrière. Plutôt que vraiment, tu regardes les meilleures actions de Boston dans l'époque Doc Rivers, c'est du mouvement de balle, du flow, etc. Beaucoup plus que des actions individuelles. C'est ce qui ressort beaucoup. Et donc, en ça, je trouve que au contraire, il allait bien dans son époque. Après, c'est vrai qu'il s'est peut-être pas adapté super bien à la situation qu'il avait à Philadelphie. Parce que à l'époque, il y avait un peu ce débat de qui était numéro 1, etc. Et il a vite choisi son numéro 1 en Embiid, quoi. Très bien, très bien. Très bien pour cela. Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter avant qu'on passe peut-être à la... peut-être à la sentence, au verdict? Je vais être sympa avec lui, on en a parlé vite fait. Sa carrière en tant que directeur des opérations basket est très bonne. Moi, j'ai une dernière chose à dire, effectivement. Fuck Trae Young. Ça change pas, ça. Eh ben, écoutez, très bien, messieurs. Bon, par rapport... Attends, je viens de repenser à un truc. Dites-moi... De ce que tu disais, Sam, tout à l'heure, avec il a offert un contrat à son fils. Oui. Il a aussi offert des contrats à son gendre. Ah, merde. Oui. Ah, c'est vrai, en plus. Et d'ailleurs, en plus, franchement, n'empêche. Le gars coach toujours Paul George, entretient toujours une très bonne relation avec Paul George, alors que Paul George a trompé la fille de Doc Rivers avec une stripteaseuse qu'il a mis enceinte, qu'il a mariée après pour ne pas payer les frais de... de ses gendres. Parce qu'il y a aussi cette curie. Donc, moi j'appelle ça de la magouille quand même. Ouais, c'est. Alors, sympa, de quoi vous l'accusez du coup, maître? Parce que ça ressemble légèrement quand même à une accusation. Alors déjà, je l'accuse de fraude fiscale avec ces 3 contrats donnés à des gens de sa famille. Est-ce que vous le considérez comme le Balkany de la NBA? Exactement. Exactement, fraude fiscale. Et en plus, je tiens à rappeler que normalement, les pistons sont interdits. Voilà. Donc ça fait fraude fiscale plus pistonnage non réglementaire. Après, le contrat de Paul George, c'est pas lui qui le signe. Hein. Il est plus GM à ce moment-là. Oui, mais comme on a dit, il avait des mots à dire sur les signatures. Bizarrement, Paul George signe un énorme contrat. Bizarre. Ah, mais et pour le coup, il est plus décisionnaire. Il est consulté, mais il est plus décisionnaire. Donc là, oui, il est consulté quand même. Consulté. Vous ne m'enlèverez pas de la tête que... Oui, il y a des petites magouilles. Oui, mais consultation ne veut pas dire décision. Donc légalement, c'est pas lui qui signe. Il y a pistonnage et le pistonnage est interdit. Il peut y avoir pistonnage, mais derrière, on pourra pas le prouver. Bon, il y a quand même fraude fiscale pour son fils. C'est déjà pas mal. Bon,
Admettons. Ah, il va falloir que... Oh, putain, il va falloir que je décide tout ça, là. Oh là là. Ensuite, je vais l'accuser de fraude sportive sur ces années Clippers et Sixers. Avec quand même des circonstances atténuantes sur ces périodes-là, au vu des blessures de certains joueurs. Ok. Je préconise 5 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis. Allez, c'est bon, allez, vas-y, c'est pas tais-toi, vas-y. Une amende de 15 millions de dollars à régler sur mon compte personnel. C'est pas possible. Sur le compte de l'NBA, pardon. Et bien sûr, son sursis avec bracelet électronique. Ok. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose avant de donner le verdict, c'est aussi de consulter, vu qu'on parlait de conseils, c'est aussi donc de consulter du coup l'audience qui nous écoute et nous regarde pour le coup, au travers d'un petit sondage de 2 minutes, afin qu'ils puissent aussi donner leur avis. Je pense qu'il est important que le jury puisse avoir aussi son avis sur le sujet. Donc au travers de la question, donc Doc Rivers est-il coupable ou innocent? Vous avez 2 minutes. Aïe 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 aïe. Et d'ailleurs au passage, hein, vous pouvez regarder un peu sur le replay YouTube, donc on va dire toutes les anecdotes, ou en tout cas toute la chronologie de Doc Rivers avec comme bonne description How to Destroy an NBA Legacy. Voilà. Mais ce titre ne doit absolument pas influer sur votre décision, cher jury. Sachant que pour le moment, alors on est à un tiers du temps écoulé, on est sur une parfaite égalité. Donc on est sur du 50-50. Alors surtout, hein, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres choses à ajouter pour influencer le vote du jury. Hein. Faites-vous Je plaisir. pense avoir tout dit. Sinon, pour te répondre, Eric Hightower, alors la chaîne, c'est Dylan Does Basketball. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien directement, ce sera plus facile. Hop là. Mais il fait pas mal de vidéos d'analyse, hein, justement, sur des coachs, sur même des équipes, etc. C'est plutôt intéressant parce que c'est vrai qu'il sort quand même pas mal de... Alors il sort pas mal de sources, avec notamment aussi beaucoup d'interprétations vidéo et tout. C'est intéressant. Allez, il reste plus que quelques secondes pour voter. Et comme ça, derrière, je vais pouvoir rendre mon verdict concernant le cas Doc Rivers. Et je pense que le coupable va Alors l'emporter. que, écoute, on est en train de là pour faire un petit retour sur le match France-Macédoine. Vas-y, je t'en prie. Oh, écoute, franchement, ça joue mal. Je vais pas mentir, même si bon, on gagne parce que c'est la Macédoine, avec tout le respect qu'on a pour eux. Qu'est-ce qu'on joue mal, putain de merde. Oh là là, mais La défense, c'est encore compliqué. Hein. Ah, la défense, c'est compliqué. En fait, notre dimension collective, c'est compliqué. On a Nagy, qui est notre arrière, qui surnage de ses qualités de scoring individuellement. Mais collectivement, qu'est-ce que c'est compliqué. On a un seul meneur dans l'équipe. C'est mon ami Kylian Michy. Et il est bench pour je ne sais quelle raison. Mais... Donc tu m'étonnes qu'on sache pas jouer collectivement. Kylian Michy qui, on le rappelle, est un Real Madrid Legend. Mais tu sais quoi, je vais pas parler parce que j'ai pas envie de mettre des gens dans la merde. Mais voilà. On en parlera en off. Bah tiens, bizarrement, ça la me France, rappelle... quand même à la mi-temps qui gagne 60-32. Ouais, bien sûr. Non, mais on gagne, tu vois, mais... Ouais, non, c'est compliqué. Bah tiens, en parlant de l'esprit collectif, ça me rappelle déjà une équipe de France d'un autre âge. Dont on avait parlé récemment. C'est bizarre, tiens. Bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre. Il y a, il y a la finale des filles aussi, hein, Non, la demi. C'est demi? Il me semble que c'est demi, non? Non, elles ont gagné contre l'Espagne en demi, je crois. Ah bah alors, ok, d'accord, autant pour moi. Ah bah. Si, c'est la finale. Elles se font qui en finale? La Lettonie. Bon, ça va gagner. On a Carla Leite. On a Carla Leite.
Si elles sortent l'Espagne pour se faire taper par les Lettones, on souffle. Bon, revenons du coup On verra. revenons au verdict de Doc Rivers. Alors du coup, en effet, Doc Rivers est reconnu à la majorité de 60 et quelques pourcents. Là, j'ai plus les chiffres en tête. C'est honteux. De coupable pour Doc Rivers. Donc il va falloir que je prenne l'avis de l'audience en compte dans mon verdict. Donc ce que je vous propose, alors du coup je reconnais donc Glenn aka Doc Rivers donc coupable en effet. Je le reconnais coupable, mais je pense qu'il fait preuve de circonstances quand même, de circonstances accablantes, qui pour le coup peuvent être en sa faveur, hein, car faut le rappeler, hein, il a été dans un contexte, notamment aux Clippers, qui n'était pas du tout facile pour le coup. Il est toujours arrivé quand même dans des circonstances dans les équipes où c'était pas forcément le plus simple non plus. Et je pense que ça mérite un peu de clémence vis-à-vis de la peine. Malgré tout, il a quand même, et malheureusement ça reste un fait, il reste cependant le coach ayant eu le plus choke entre guillemets, hein, ayant eu le plus de 3-1 lead qui auront été blown pour le coup. Ça malheureusement c'est obligé, hein, que ça pèse dans la balance pour lui. Donc ce que je vous propose, c'est une peine de 5 ans de prison, dont 3 fermes. Et il aura une éventuelle remise de peine pour bonne conduite si donc son comportement est exemplaire dans la prison de Rikers. Je pense que ça peut être pas mal, donc à New York. Et il pourra éventuellement aussi alléger sa peine donc à la fois pour bonne conduite et s'il fait aussi des travaux d'intérêt général en prison. Et concernant la fraude fiscale, pas une petite amende? Vas-y, toi. Concernant la fraude fiscale, non, à ce heure-ci, la fraude fiscale n'est pas reconnue par faute de faisceau d'indices. Très bien. On est sur du 44 millions sur 4 ans. 44 millions pour Austin Rivers, alors qu'à côté, on donne à Jalen Brown 300 millions. Franchement, ça va, on va pas trop chipoter. Qui est non le plus. sosie d'ailleurs de comment il s'appelle? Ah mon dieu, j'ai oublié. Tate là. Hein? De quoi? C'est le sosie de, tu sais, Tate le chauve là. Ouais, attends. Oh putain, je le vois pas. Je le vois pas. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, bon. Enfin bref, pour revenir, ouais, donc Doc Rivers coupable, voilà. 5 ans de prison, 3 avec sursis, et il aura potentiellement donc remise de peine si à la fois il se comporte bien et qu'il fait ses travaux d'intérêt général pour la communauté, vu que c'est quelqu'un voilà, qui partage, donc il le fera pour la communauté, car c'est un esprit Ubuntu. Voici, messieurs. Voilà. Voilà, la boucle est bouclée. Et bah écoutez, messieurs, merci déjà d'avoir à la fois défendu et ou défoncé Doc Rivers, en tout cas d'avoir prêché votre paroisse et avoir défendu vos intérêts. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on se retrouve dimanche prochain